J'étais chez Airbus et on allait lancer des satellites. Donc on avait une deadline, genre la fusée elle est réservée. Donc il fallait que tout soit prêt quoi. Du code Crado, c'est toujours un truc où quand t'arrives dessus, t'es déprimé. Donc t'as pas envie d'être déprimé, donc il faut nettoyer, c'est tout. Enfin c'est de l'hygiène presque. Et il m'a balancé des trucs comme cool, j'ai une secrétaire. Enfin voilà, des trucs. Est-ce que tu sais faire le café, tout ça. Il y a tellement de boulot cool. Faut surtout pas rester dans un truc où on se sent pas bien quoi. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Aliénor, comment vas-tu ? Salut, ça va bien. Et toi ? Ouais. La pêche ? Écoute, impec, ouais. Lundi matin, en plus on se fait une petite session tôt là, donc c'est bien, on est en pleine forme. C'est le petit déj. Parfait, cool. Bon, tu vas être en forme. Bienvenue Aliénor sur Tronche de Tech. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. C'est très cool d'avoir accepté l'invitation. Écoute, pour commencer, ce que je demande un petit peu toujours avant d'enchaîner sur des questions que je t'ai préparées, c'est est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases ? En 3 phrases. Je suis... Coupera les bouts. Hein. En 3 phrases. Je suis CTO de chez Skipper depuis quelques mois. Skipper, on fait de la mobilité douce pour les employés. J'ai fait beaucoup de back-end avec du Go. C'est mon langage préféré. Et, pour plein de raisons qu'on pourra peut-être détailler. Ouais. J'ai écrit un livre avec des amis sur le Go pour apprendre Go. Donc n'hésitez pas. Cool. Je crois que ça fait 3 phrases déjà. Ouais, c'est cool. Je dis toujours, tu mets les points où tu veux, donc ça peut être une phrase si t'as mis que des virgules, mais voilà. Cool, attends, plein de sujets avant qu'on commence à discuter. Juste, t'as parlé Skipper, mobilité douce. Moi j'ai travaillé dans la mobilité, je sais pas si on appelle ça douce, mais c'est dans les VTC et tout, donc c'est un peu différent. Qu'est-ce que c'est la mobilité douce ? Là, en l'occurrence, c'est une appli qui sert à pousser les employés dans leur commute quotidien. Pardon pour les anglicismes, ça va durer. Pour qu'ils utilisent moins souvent la voiture et plus souvent des bus, des vélos, des trottinettes, du partage, ce que tu veux. Ok, du covoiturage, du Blablacar, ouais. C'est un peu de la mobilité douce, ouais. Un peu, ouais. Ok, écoute, chouette. Go, c'est ton langage préféré. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est efficace. À écrire, c'est rapide à apprendre. Ça, je trouve ça génial. Ouais. Tu t'y mets, au bout de 3 jours, tu peux être efficace, quoi. Ok. Après, évidemment, t'es efficace, tu produis des trucs qui marchent. Après, tu peux toujours apprendre à faire mieux, mais c'est l'une des raisons les plus importantes pour moi, c'est que tu t'apprends vite. Ok. Moi, j'en ai fait un peu. Enfin, j'ai fait des vrais microservices en Go. J'ai vu des trucs pas mal, tu vois, qui, notamment pour des problématiques de scalabilité, c'était très cool le Go. En termes de programmation concurrentielle, c'était même intellectuellement, hyper intéressant. Mais je me demandais toujours un truc, tu vois, moi je fais du Ruby beaucoup, et pour un microservice, tu vois, il y a pas de débat, je trouve ça fou. Pour une grosse appli avec beaucoup de logique métier, je trouvais ça pas simple, tu vois, pas simple à mettre en place, un peu plus lourd. Qu'est-ce que t'en penses là-dessus, toi ? J'avoue que j'ai fait surtout du microservice, donc c'est des apps. Go fait de l'orchestration super bien, quoi. Tu prends une DB là, un service là-bas, un machin, tu les mets ensemble, tu vérifies toutes tes erreurs possibles. T'es forcé à vérifier tes erreurs, ça c'est cool aussi, je trouve ça bien. Il y a des gens qui détestent, moi j'adore, parce que du coup quand tu fais un truc, t'es obligé de regarder ce que c'est ton erreur. T'es obligé de l'écrire, du coup t'es obligé de réfléchir à ce que va faire ton erreur. C'est ça. T'as un problème de compilation si tu vérifies pas tes erreurs, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Il te dit, mais là t'as deux arguments, ton deuxième c'est une erreur, tu fais quoi avec ton erreur ? Yo, et ça compile pas. Et du coup, j'ai moins eu l'expérience de grosse logique métier, mais ça m'a jamais bloqué, quoi. Ok, cool, je pense qu'on y reviendra un peu sur le Go. Et 3e point, intéressant aussi, t'as écrit un livre. Ouais.
C'est quoi? C'est même pas fini, mais ça va pas tarder. C'est un livre qui sert, en fait, on a 11 chapitres enfin 12, mais le premier c'est de l'intro, donc ça compte pas, où on guide les gens vers un projet concret, quoi. Donc tu pars d'un Hello World et puis après tu testes ton Hello World, ça c'est chapitre 2. Premier essai, vas-y. Comment tu testes un Hello World? Et puis on fait des projets on a essayé de trouver des sujets fun. Bon, ils sont pas tous très fun, mais voilà. Le dernier en date, c'est un service gRPC. Et puis après, on utilise des templates pour rappeler ce service gRPC. Puis du coup, on fait peut-être gRPC, explique un petit peu ce que c'est pour ceux qui connaissent. Ouais, gRPC, c'est un protocole qui marche avec protobuf. Donc, au lieu de trimballer du texte, tu trimbales du binaire. Et puis le reste, c'est à peu près équivalent à HTTP, mais un peu plus rapide, quoi. Et un peu plus relou à utiliser quand tu fais du front, par contre. Voilà. C'est un protocole de back-end qui marche pas mal. Okay, cool. Ouais, entre microservices, en fait, dans de la communication synchrone microservices. Voilà. Ok, et du coup, donc je reviens sur le livre. Donc c'est une approche pour apprendre le Go de façon imagée, didactique, pas à pas, avec des petits projets, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est des petits projets de plus en plus complexes. Donc au début, on t'explique comment écrire un if presque, mais presque. Et à la fin, on dit bon, ça tu sais faire. Et maintenant, on va se concentrer sur comment tu moques ta DB, comment tu. Ok. Je sais pas. Et du coup, c'est édité, hein? C'est un cours, oui. Alors, c'est accessible en ligne déjà. Ouais. C'est Manning qui édite. Okay. Et ils ont un système de live book où tu peux l'acheter en avance pour moins cher. Et puis, il sera livré quand il sera fini. Et tu fais des commentaires. Et du coup, on a les commentaires des gens qui disent, j'ai pas compris. Ça, c'est, voilà. Ah, trop bien. Ok. Ouais, donc c'est bien. Ouais, ok. Donc tu fais pas t'es pas obligé de faire 56 révisions, d'attendre que le premier soit sorti. Chapitre par chapitre, tu peux améliorer au fur et à mesure avant. Voilà. Donc à chaque fois qu'on sort un chapitre, on a des gens qui nous disent ça c'est cool, ça j'ai pas compris, ça. Et puis du coup on revoit un peu. Okay. Bon, bah trop bien. Bah écoute, on mettra le lien dans la description. Oui. Cool. Comment il s'appelle le livre? Learn Go with Pocket-Sized Projects. Ok. On a mis à les poches. Très clair. Bon, ben cool. Aliénor, je te propose d'y aller avec ma première question, qui est comment toi t'es arrivé dans la tech? Tard, par rapport aux gens que je connais. Je suis arrivée parce que après le bac, j'ai fini mes études de musique, donc je faisais de la contrebasse classique. J'ai pris une année pour finir ça. Et puis les débouchés possibles étant un peu trop demandant un peu trop de travail pour ce que j'étais capable de donner, hein, disons ça comme ça. Ma mère s'est dit ça va jamais passer, je vais aller trouver autre chose. Et elle est allée aux portes ouvertes de l'UIT, elle a dit ça tirait. Je me suis dit ah bon, cool, bon, je vais y aller. Et puis voilà, j'ai commencé à développer vraiment en première année d'IUT, quoi. Ok. Et du coup, enfin, je veux dire pourquoi t'es là dans la contrebasse à la base et pourquoi ta mère te dit tiens l'IUT ça c'est quand même des mondes qui semblent très différents. Ouais, elle me connaissait, elle voit bien que, enfin, tu vois comment ton enfant il réfléchit et tu te dis non, ça irait mieux en ingénieur qu'au fond un orchestre, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, okay. Non, elle savait que je jouais avec des machines, je voulais savoir comment les choses marchaient, ça j'aime bien savoir comment les trucs ils marchent. T'avais déjà un ordi à la maison, tu bidouillais déjà des trucs? Non, je bidouillais pas grand chose, non. J'essayais, mais je comprenais rien, donc enfin voilà. Quand tu imagines, c'était, enfin je sais pas, 2006 quoi. Okay. Donc t'avais pas de tuto en ligne pour apprendre à coder, ça existait pas encore. Donc j'aurais bien aimé, mais il y avait pas. Okay. Mais j'ai essayé de bidouiller un peu, mais bon, ça donnait rien quoi. Ok, mais ta mère avait vu que t'avais une appétence pour ce côté résoudre des problèmes en fait. Oui, c'est ça. Okay. Comprendre comment ça marche. Mais monter des trucs. La musique, t'aimais quand même ça, je veux dire, t'as pas poussé aussi loin pour. Ouais. Mais qu'est-ce que du coup, est-ce que t'as un lien entre la musique et le code? Est-ce qu'il y a des trucs que tu retrouves aujourd'hui dans le code ou c'est pour toi c'est vraiment deux côtés séparés de ta personnalité? Non, je vois pas trop de. Après c'est du travail créatif, l'un comme l'autre. Okay. C'est un truc où t'as besoin d'être pendant 3 heures concentré à faire la même chose. Ça se rejoint, mais bon, c'est un peu la moitié de ce que font les humains, c'est ça quoi. Donc voilà. Okay. Mais ça me permet quand même d'avoir un truc. Enfin, la musique, ça t'apprend à travailler déjà tout seul. Ça t'apprend à quand tu y arrives pas, bah tu recommences jusqu'à ce que ça marche. Ça aide. Mais ça aide dans tous les métiers. Après, il y a pas de. Oui. Non, mais c'est vrai que ça requiert beaucoup de répétition quand même. Ouais.
Tout le monde n'est pas forcément adapté à ça. Ça Non, peut être, mais c'est un truc que j'ai appris tôt et du coup, quand j'ai un TU qui passe pas, ben je recommence jusqu'à ce qu'il passe, tu vois. Je dis pas j'écris de la merde, ça marchera jamais. effectivement, la persévérance. Ok, très bien. Est-ce que maintenant tu peux me parler du pire souvenir de ta carrière? Ouais, je pense que c'était après bon, hein, des pires souvenirs, on les classe comme on veut, mais ma première journée dans un de mes tafs, je suis arrivée, il y avait personne enfin j'avais vaguement un ordi, bon déjà l'accueil limite, personne savait vraiment que j'arrivais ce jour-là, tout ça, et puis mon voisin de bureau est arrivé et a passé la journée à me balancer des vannes sexistes, mais la journée quoi. Je pense que Quoi, mais c'était là, juste pour juste voir comment j'allais réagir quoi. gratuitement comme ça, en Gratos. réunion? Non, comme ça, ok. Ouais, bah j'étais la seule nana du plateau évidemment. Non, il y avait 2 testeuses. Mais bon, tu vois, Ok. ça comptait pas autant, penses-tu? Toi, tu rentrais dev? Dev, ouais, back-end dev. Et il m'a balancé des trucs comme cool, j'ai une secrétaire, enfin voilà, Ah ouais. des trucs gratuits quoi, vraiment pas trop recherchés. Cool, j'ai une secrétaire, ouais, excellent. Voilà. D'accord. Ah Est-ce que ouais. tu sais faire le café, tout ça. Et puis 5 jours plus tard, la démo, donc avec le client, hein, en visio. On était Ouais. genre 14 dans la pièce, ils étaient 4 de l'autre côté, une meuf, bon, d'habitude. Et ils sont balancés des vannes de bits, tu vois. Maintenant, on supporte les images en 8 bits. C'est pas le cas de tout le monde, 8 bits, machin. C'était drôle. Ah, ok, très bien. Et tu penses que ils faisaient les mêmes blagues quand t'étais pas là ou pas? Ben, j'en ai bien peur. Ah, ok, d'accord. Peut-être même pire, tu vois. C'est ça que je me dis, c'est Ah ouais. horrible. Ouais. C'est quoi leur, voilà, bon. Donc, je me suis accrochée et puis, voilà, c'était pas facile, mais T'es resté longtemps? je suis restée 4 ans, mais ce gars-là est parti. Ok. Sinon, je serais pas restée aussi longtemps. Et une fois qu'il est parti, enfin, est-ce que ça a changé? Parce que tu me parles Ça a de... tout changé. Ah ouais, ok, c'est Ah vrai, ouais, c'était ouais. une personne qui crée Oui, une personne et tous les autres qui disent «Oh, mais t'inquiète pas, mais c'est lui, il faut pas le prendre au sérieux». Bah si, en fait. Ouais. Ouais, bah, Si tout le monde accepte ce comportement, tu peux pas te sentir bien. ouais. Donc, tout le monde tolérait un petit peu ce truc-là. Ouais, ouais. Et pourquoi? Il était influent, Il était là depuis le début. D'accord. Je sais Il pas était si ça ancien, compte. quoi. Ouais. Considéré comme l'expert, tu vois. D'accord, ok. Il avait fait le POC au départ du projet. Ok. Ok. Donc t'es resté longtemps quand même? Ouais, du coup, je suis restée 4 ans quand même dans cette boîte. Je suis passée lead. Ok. C'était bien. Mais une fois qu'il était parti. C'est à peu près quand je suis passée lead qu'il est parti, tu vois. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Bon, écoute, je sais pas ce qu'il sera allé faire ailleurs, mais bon, du coup, j'ai pas l'impression qu'il aura beaucoup évolué. Ben, voilà. Hmm, ok. Non, mais Il y en c'est a assez. plein, hein, comme ça. Ouais. Bah, en fait, si tu veux, du coup, sur Tronche de Tech, j'essaie quand même d'alterner, tu sais, homme-femme en Mhm. interview, et ça revient souvent, en fait, dans Marrant, hein. cette question du pire souvenir, tu vois, le sexisme. Et c'est vrai que bah, du coup, en tant qu'homme, tu le vis, tu vois, si tu le vis pas, tu t'en rends pas compte, en fait. Mhm. Et je trouve enfin, faudrait que je fasse les stats un jour, tu vois, du nombre de personnes qui m'ont, puis il y a des gens qui m'ont pas sorti ça, mais en fait, je sais en off qu'elles m'ont dit, bah, ça fait partie, en tout cas, j'ai pas envie d'en parler, tu vois, Ouais. mais je l'ai vécu. Donc, c'est un sujet, qui est, je pense que c'est important de s'en rendre compte à quel point il est fréquent. Bah oui, et puis c'est dans tous les milieux aussi. Ouais. Mais il suffit d'écouter les gens, en fait. C'est juste que quand t'es pas concerné, tu te dis, bah, mais en Ouais. fait, si tu commences à poser la question à tes voisines de bureau, tu vas te rendre compte que tout le monde Ouais. a eu soit des petites remarques, soit carrément du harcèlement, enfin, tu as tous les niveaux, quoi. Ouais. Oui, j'avais vu quelqu'un qui, pareil, qu'on n'avait pas parlé en live, mais chaque boîte qu'elle avait fait, Ouais, elle avait une expérience comme ça. C'était ouais. Au moins des remarques ou des trucs. Mais, enfin, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets dans le mois où où je suis sortie de l'école, quoi. Je suis arrivée ouais, dans le monde du travail, je ouais. me suis dit, waouh, Et comment ça se fait? à l'école, tu l'avais pas du tout vécu? C'est pas pareil. Parce qu'on est tous un peu paumés, puis on est un peu encore dans la mode ado. Ouais, ok. Il y a un côté, on n'est pas tout à fait fini, donc de toute Oui, façon, voilà, tout ça. ouais. Puis quand tu arrives dans une entreprise, ton premier taf, tu te dis, il n'y a pas de, ce sera fini dans tant d'années. Ouais. Donc il va falloir changer maintenant parce que tu peux pas te dire, bon, ben, on verra bien quand j'aurai fini l'école.
Non, c'est clair. Oui, t'es censé. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que bon après c'est pas pour ça que dans le monde ado c'est bien non plus, mais c'est vrai que dans le monde ado tu dis bon tu te dis c'est de l'immaturité. Ouais. De nouveau c'est pas pour ça que c'est bien. Mais, Oui, puis je pense que dans une, enfin, quand t'es encore à l'école, tu peux ou à l'université, tu peux t'entourer de gens. Tu choisis tes potes avec qui tu bosses, quoi, aussi. Oui. Et puis, honnêtement, j'y arrivais bien, donc ça aide aussi à s'intégrer. Si j'avais eu des difficultés en algo, par exemple, je pense que j'aurais plus de mal. Ouais, ok. Écoute, souvenir, j'imagine désagréable. Oui, bon, ben voilà, hein, Ouais. ça te forme après. Ouais, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que enfin, ce qui est intéressant. Je pense que j'ai eu aussi, tu sais, le retour des fois, tu te rends pas compte que c'est anormal. Absolument. Et ça, je pense que c'est intéressant. Du moment où tu t'es rendu compte, t'es beaucoup plus à même de savoir réagir à ces situations-là si ça se reproduit et les changer, quoi. Parce que Ouais, bon là, surtout, c'était tellement gros que tu pouvais pas passer à côté. ouais. Mais des fois, tu te dis, mais tu imagines que c'est normal, et puis au bout de quelques mois, tu te dis, mais il m'a fait une remarque il y a 4 mois, c'est en fait, il devrait pas, quoi. Ouais. Juste, non? Mais il faut, Pourquoi, quoi? Tu te poses la question de pourquoi cette remarque? on Qu'est-ce a qui tellement sous-jacent? l'habitude, ouais, c'est ça. Oui, parce que sous prétexte de faire une blague, ok. Mais après, tu peux te poser la question, pourquoi ta blague, elle est drôle? Est-ce qu'elle est drôle parce que tu dégrades les femmes, ou est-ce qu'elle est drôle pour de vrai? Intrinsèquement, est-ce qu'elle est drôle, ouais. Voilà. Ouais. Bon. Bah, ça, c'est toujours le côté, c'est difficile d'être drôle, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, des fois, on fait les blagues un peu, les blagues qu'on a l'impression qu'ils sont drôles parce que d'autres les ont fait avant, parce que, tu sais, c'est un peu lourd. Ouais. Et voilà. Et donc, effectivement, après, on dit on peut plus rigoler. Peut-être qu'il vaut mieux pas être drôle et juste, être déjà Sympa. sympa et bienveillant, c'est peut-être plus intéressant. Commencer par là, ouais. Voilà. Ouais, on est d'accord. Tout le monde ne fera pas du stand-up. Non. Puis on n'est pas là pour ça, enfin, je crois pas. Bah écoute, moi j'aime bien qu'on rigole quand même, tu vois, parce qu'il faut Ouais. rigoler de bonnes choses, mais je trouve ça cool d'avoir une ambiance, voilà, mais évidemment, faut que ça soit pas au détriment. Ouais, mais t'as pas besoin de faire des blagues pour être marrant, en fait, tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est vrai. T'as pas besoin de faire des blagues sexistes, racistes ou je sais pas quoi pour être drôle. Prends des blagues sur ton code, parce qu'on est tous un peu comme ça à trouver que notre code il est pourri. Alors du coup là, c'est de l'auto, tu vois. C'est tout ça, non? T'as des raisons de ton code, non? C'est clair. Si on sortait toutes les casseroles qu'on a avec le code chacun là, c'est un peu Ah, on ce qu'on fait rigolerait ici, bien. tu vois. On fait ça. Ouais. Bon, écoute, Aliénor, cool. Est-ce que tu peux me parler maintenant du pire ou du meilleur truc que tu aies codé? Parlons de code justement, tu vois. Ah ouais, on va parler de code. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je pense que le truc qui m'a plus marqué, c'est quand j'avais un microservice, même taf, un microservice micro avec une 50aine d'endpoints, tu vois, qui faisait tout et n'importe quoi, chaque use case, t'as un endpoint presque. Tu te dis, mais t'es sûr? Et du coup, t'as une DB monstrueuse. C'était en plus, c'est du Mongo qui commençait à grossir, des temps de latence, pas possible. Enfin, tout ce qui va bien. Et une maintenance surtout horrible. Et on s'est mis en tête de le découper en petits bouts. Ce qui est plutôt une bonne démarche, ouais. Bah voilà, c'était une option comme une autre, mais comme on faisait du microservice, on s'est dit on va le couper en bouts par entité. Et comme on était sous pression c'était chez Airbus et on allait lancer des satellites. Donc on avait une deadline, la fusée elle est réservée pour Puis ça 2020. coûte cher de la décaler. Ouais. Donc il fallait que tout soit prêt, quoi. Okay. Et du coup, fourrer du refactoring là-dedans, ça demande beaucoup de négociations avec le PO, avec plein de gens, pour dire en fait j'aimerais bien quand même prendre 4 jours sur ce sprint là pour refactorer ça, parce qu'après on ira plus vite. Alors faut expliquer ça 1000 fois à plein de gens, et ça c'était cool, ça m'a bien plu. Et puis après, une fois que t'as produit ton petit service qui a 5 endpoints qui font du CRUD, t'es là, waouh, c'est trop bien. Voilà. Parce que le truc qui est sur ce sujet-là, c'est toujours le sujet de faire quelque chose qui marche maintenant, qui marche entre guillemets, versus quelque chose qui marche dans 5 jours, dans 10 jours, dans 2 mois, et qui est plus maintenable. Et toi, tu penses que si vous l'aviez pas fait, vous aurez tenu la deadline quand même avec on a même pas tenu la deadline comme ça, mais d'accord, bon, voilà. D'accord, ok. Enfin, on l'a presque à peu près, quoi, tu vois. Ok. Ça on enlève. Ce qui est pas mal parce que dans les projets informatiques, on a tendance à faire x2, x3 sur les deadlines. Oui, mais là t'avais pas le choix, donc. Ouais, ok.
Ok. Mais du coup, comment t'as réussi à convaincre l'équipe, les PO, l'équipe L'équipe plutôt avait bien direction? vu que l'équipe c'était assez rapide, hein. Parce que l'équipe, elle voit le code et elle se dit, c'est pas possible, je peux pas travailler là-dedans. Enfin, pour chaque Non, mais feature, je suis obligée de mettre, voilà. Et après, les PO, tout ça, une fois que t'as trouvé quelqu'un qui t'écoute, mon PO était assez ouvert. Ça, c'est cool. Merci à lui. Donc, il nous faisait confiance. Il disait, bon, si vous avez besoin d'une semaine, je vous la donne pour ça. Et après, ce sera plus efficace pour développer. Tu vois, tu fais la liste de tous les trucs qui seront après plus efficaces. Ouais, ok. Et on voyait bien que notre vélocité, elle rentrait dans les sables mouvants, tu vois. Ce qui est un bon argument, effectivement, de dire, en fait, aujourd'hui, tu vois, t'es frustré parce qu'on est trop lent, et ben, ouais. en fait, on sera plus rapide après. C'est ça. Alors après, faut un peu le prouver. Ouais. Mais sur certaines features, tu vois très bien que si tu le fais dans le gros service, t'en as pour 4-3 semaines. Si tu le fais dans un petit service, t'en as pour 2 jours. Ben, t'as gagné 13 jours. Voilà. Là-dessus, tu peux faire ton refacto. Et ce truc-là, ce sujet de refactorer, tu vois, j'aime bien ce sujet de refactorer quelque chose de complexe, donc en gros, un gros microservice, si ça a un sens de dire ça comme ça, en plusieurs petits, tu vois. Ouais. Alors, je sais pas si c'était en prod, live, tu vois, ou si c'était des trucs plutôt en batch, mais moi, je l'ai fait sur des services web, tu sais, en live, et je me demandais, est-ce que tu as des astuces, des techniques pour faire ce refactoring un petit peu au fil de l'eau, parce que j'imagine que fallait continuer à faire fonctionner le truc. Ouais, oui. Alors, on avait une énorme latence entre la prod et la dev. Bon, ça c'est Okay. Façon. Du coup, on avait un peu plus le temps, je pense. On n'avait pas besoin tellement. Il fallait plus programmer tous les 6 mois. On avait une programmation de mise en prod, un peu comme ça. Okay. Peut-être pas 6 mois, mais du coup, tu pouvais faire tous tes refactos à moitié pété, puis après tu te dis là, pour la migration, on va faire comme ça. Donc il y avait moins cette tension, mais maintenant, en ce moment là, on réfléchit à refactorer plutôt dans l'autre sens parce qu'on a trop de microservices pour le nombre de développeurs. Ok. Pas de problème, ouais. Et là, pour le coup, il faut garder ça, faut que ça tourne en prod, quoi. Donc non, qu'est-ce qu'il y a comme système? Non, un truc qu'on a fait, c'est tu gardes tes API actuels dans ton gros service moche, qui vont tout droit en transparence appeler derrière. D'accord, ouais. Et du coup, tous les trucs qui appellent ça, ils n'ont pas besoin de changer. Et une fois que tu es sûr que tous les trucs qui appellent ça, ils ont changé, donc que tu as 0 log dans ce service-là, en fait, ça va vite, tu peux le couper. Ok. Ça marche bien. Tu gardes, soit tu mets ce qu'on appelle une API gateway, soit tu mets une autre API devant, soit tu peux réutiliser le gros. Le truc que tout le monde appelle est devenu la gateway finalement, donc t'as un appel en plus, mais pendant quelques. Ce que tu décris, c'est c'est plutôt le gros service que tu enlèves toute la logique qui est à l'intérieur et tu lui fais juste faire un forward vers le microservice, en fait. Tout à fait. Avec éventuellement un appel ou deux en plus parce que t'as changé l'API évidemment. Bien sûr. Mais c'est comme ça qu'on avait procédé, ouais. Ok. Je crois que ça a un nom, une histoire de lierre il y a une plante comme ça, un nom de plante. Ouais, il y a des noms, mais oui, effectivement, en fait, il y a un très bon bouquin, je sais pas si tu connais, de Sam Newman, qui s'appelle From Monolith to Microservices, un truc comme ça, qui est il y a Strangler Fig, non, c'est pas ça? Ah, peut-être bien, voilà. Un truc comme ça. Une histoire d'étranglement, j'étais sûr. Ouais, exactement. Mais voilà, bref, en tout cas, si vous faites des migrations, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ce bouquin-là, je le mettrai aussi en description. Moi, je l'avais trouvé très très cool. Je me rappelle plus de tout parce que je fais plus trop ça, mais. Peut-être qu'il devrait écrire le même maintenant, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ouais, clairement. Ok, excellent. J'aime bien parler de ça. C'est quoi ta plus grosse bêtise de dev ou de CTO ou de ta carrière? J'en ai fait, hein. J'ai jamais pété genre vider la base d'emploi. Non, je pense que c'est une question de carrière plutôt. C'est de rester dans un taf où je m'ennuie. Je suis pas restée trop longtemps, mais à un moment j'ai été recrutée comme dev. Et puis la stratégie de la boîte a changé. Ils se sont dit on va tout externaliser, donc je suis devenue chef de projet. Bah, j'ai pas fait pour ça, quoi. Mais je suis restée quand même. Bon, en plus, j'étais enceinte, puis tout ça, bon, plein de trucs, donc j'avais d'autres choses à penser, mais c'était pas ça que je voulais faire, quoi. Donc, il m'a fallu un peu de temps pour réaliser que je pouvais trouver plus intéressant ailleurs, refaire du dev et tout ça. Après, c'est pas une grosse bêtise, c'est juste j'aurais pu réagir plus vite, quoi. Je pense. Ouais, oui, t'as fini. Je pense que le message, c'est surtout, il y a tellement de boulot cool. Faut surtout pas rester dans un truc où on se sent pas bien, quoi. Soit parce que la description du poste elle est pas bien, soit parce que nos collègues ils sont, je sais pas, tu vois, ou le manager. Généralement les gens ils quittent pour le manager.
Ouais, je suis d'accord. Ouais, Ton manager, il dit je fais pas. que ça. Ouais. Et tu t'arrives à, tu sais pourquoi t'es resté plus longtemps que ce que t'aurais dû, du coup? Tu Ouais. parlais d'être enceinte, ça doit jouer, j'imagine. Oui, bon alors j'avais, oui, effectivement d'autres priorités, mais même, je pense que j'aurais pu changer plus vite si j'avais eu confiance en moi, juste à ma capacité à envoyer mon CV et que les gens me disent ouais, ça m'intéresse. Ouais. Je me suis dit mais si je fais mon CV, les gens ils en ont rien à secouer, j'ai pas envie de chercher un taf, ça prend du plomb, j'ai pas l'énergie. Et en fait, en tant que dev, ça va vite. Je suis d'accord. Ça va Non, mais vite. c'est un très bon point, ouais, ce que tu racontes. C'est vrai qu'en fait, il y a un truc de confiance en soi. Ouais. On a toujours l'impression de se dire, en fait, toujours, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, tu vois. Non, mais je suis là, en fait, et personne voudra de moi ailleurs, et pourquoi, etc. Je sais pas si c'est Et un syndrome ou c'est juste la timidité. ouais, peut-être, C'est ou pas une comme tu maladie, disais, hein, c'est juste t'es timide. Normal. Et puis si en plus t'es une nana et qu'on te répète que c'est que les mecs qui sont bons, ça t'aide pas, tu vois. Bon. ouais. Ouais, je suis d'accord. Non, ça joue encore plus. Mais ce que tu disais aussi sur le manager est très vrai, je pense. Et moi, je te disais ça. En fait, moi, je suis toujours parti quand ça allait plus avec le manager. Après, c'est pas pour autant que faut rester parce que t'as un bon manager si l'environnement est pas bon. Hein. Oui, oui, oui. Mais si l'environnement est pas bon avec un bon manager, généralement, le manager, il va essayer de faire en sorte que ton environnement, il change. Ouais, je suis d'accord. Il peut faire des trucs, ou elle, d'ailleurs. Mais Ouais. si c'est une personne qui en a rien à secouer de comment tu te sens, bon ben... Mm-hmm. Ouais, des fois, c'est mieux un mauvais environnement avec un bon manager qu'un bon environnement avec un mauvais manager, Ouais, en fait. C'est ça le pire. c'est Des fois, ça. tu quittes un bon environnement juste parce que t'as un mauvais manager. Ouais, ouais, ouais. Bah, maintenant, je suis manager, alors je fais gaffe. Tu Ouais, vois? ouais. Mais c'est ça l'intérêt des mauvais managers. Oui, oui, C'est oui. que, T'as la liste de tous les trucs que tu veux pas faire. Ouais, ouais, ouais. Je vois. exactement. Exactement. Ok. Un truc que j'aime bien raconter aussi, tu vois, c'est, je pense qu'il faut s'écouter sur comment est-ce que tu as envie d'aller au boulot en fait. Tu vois, moi j'ai eu Ouais. ce truc c'est normal que même dans un bon boulot, des fois t'as pas envie d'y aller. Mais la récurrence de ces moments où t'as pas envie d'y aller, quand tu l'observes en fait sur plusieurs mois, tu vois, tu te dis je prends des vacances, je me recharge, je suis content une semaine, puis après pendant 2 semaines j'ai plus envie d'y aller. Tu vois, si tu écoutes un petit peu ces Même vagues. ton retour de vacances. Là, je suis rentrée de vacances il y a une semaine et je me suis dit cool, je vois ces gens. J'étais contente d'avoir ces gens. Alors il y avait évidemment des sujets où j'avais pas envie, mais c'est un bon signe, quoi. Ouais, ouais, voilà. Si tu t'écoutes un peu et que tu regardes et tu dis en fait, j'ai pas envie de me lever le matin, je préférerais faire autre chose et tout. Mm. Bon, au bout d'un moment, c'est peut-être qu'il faut changer. Comme tu le disais, en fait, pour nous, en tant que dev, on a quand même beaucoup d'opportunités. Ouais. Il y a beaucoup de boîtes sympas. Donc, faut pas moisir. Surtout pas. Ok. Et faut pas hésiter à ne serait-ce que demander à d'autres pros ce qu'ils pensent de notre CV. Parce que rien que ça te donne de la visibilité sur ok, tu devrais peut-être faire plus de Go, plus de ça, j'en sais rien. Ouais, ouais, non, mais trop bon point, je pense. Ouais, Mm. tu vas sur LinkedIn, tu regardes à droite à gauche. Les gens sont plutôt bienveillants avec ça. Ils vont. Oui, Et puis puis si en tu leur plus, demandes leur avis, en général, les gens sont très contents de donner leur avis. Donc, hésite pas, quoi. Tu vois. utilise ces petits biais humains. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux me parler d'une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière? Euh, Peut-être, comme on parlait de microservices et que t'adores ça, je vais te parler de microservices. Ouais, à l'époque où je coupais mon gros monolithe, je me disais, mais c'est affreux des monolithes. Euh, Effectivement, le microservice, c'est un super truc quand tu scales, quand tes équipes grossissent vite. Ouais. Après, la tendance en ce moment, c'est plutôt le contraire, puisque on a moins d'argent dans la tech. Donc, les équipes réduisent. Donc, on veut des moutons à 5 pattes qui savent faire tout, du DevOps jusqu'au CSS. Et là, tu peux pas, avec une petite équipe, maintenir autant de trucs. Hmm. Donc, j'étais convaincue que c'était le truc. Maintenant, je suis convaincue que les deux, c'est bien. Voilà. Ça dépend. Marrant. Non, mais ouais, bien sûr. Moi, après, tu vois, je pense que je suis passé un peu par là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans une boîte, on avait un gros monolithe où on avait des problèmes de scalabilité aussi. Tu vois, Ouais. c'était du VTC, du temps réel et tout. Et donc, on a fait
justement des microservices en Go, mais c'était smart. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'était très smart. C'est-à-dire des endroits, tu vois, c'était en une problématique technique, typiquement tu as des trucs on avait les positions des chauffeurs, et en fait les positions des chauffeurs, tu les remontes toutes les secondes, toutes les 2 secondes. Donc dès que t'as 1000 chauffeurs, en fait, ça commence à faire de la Ça chauffe, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc là, t'es hyper content d'avoir un petit microservice en Go sur cette problématique-là, juste de capter les positions. Et ça marchait très bien. Sauf qu'après, on a fait cette espèce de truc de dire, vas-y, trop bien, les microservices, c'est génial, et on va all-in sur les microservices, on a essayé de tout splitter. Et là, ça devient trop. Ça devient trop. Et en plus, c'est très difficile parce que ton domaine évolue, donc tu sais pas trop où tu mets tes frontières, ton découpage. Et on s'est pas noyé dedans, tu vois, mais on a souffert, pour pas arriver à le faire entièrement. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis plus partisan de dire, en fait, les microservices ça requiert une vraie expertise. Tu vois, c'est pas, bien faut sûr. Apprendre quoi. Et puis ça demande une expertise métier qu'on n'a pas forcément, surtout dans des grosses boîtes où les gens ils changent tous les ans. Ouais. Et que là c'est dur. Donc il te faut des gens au produit qui sont hyper stables et hyper connaissance de cause. Après c'est des questions d'architecture, hein, tu peux débattre pendant des heures. Oui, je suis d'accord. Mais c'est cool de débattre par des solutions d'architecture. En tout cas, intellectuellement, ouais, je suis d'accord qu'intellectuellement, c'est hyper intéressant. Mais tu vois, je fais un peu la chasse à tout ça aussi parce que, dans nous, les techs, on a envie de s'éclater intellectuellement, je pense, tu vois, moi le premier. Et le truc, c'est que des fois, ça va à l'encontre du business, en fait. Et mais t'éclater intellectuellement, ça veut pas dire juste jouer avec les derniers joujoux des nouvelles libs. Ça veut dire chercher la lib qui va bien, être pragmatique. Ça, j'aime bien ça. Ouais. Te dire ça là il est cool mais ça correspond pas à notre besoin. Je suis en train d'utiliser le dernier marteau à la mode pour tourner une vis, ça marche pas. Mais je suis contente de jouer avec ce marteau. Ouais, mais ça marche pas. Tu vois. Mais je suis curieux, comment tu vois, c'est le terme être pragmatique, il est toujours un peu difficile parce que chacun a sa définition de pragmatique, tu sais. Donc on n'est jamais d'accord. La mienne, c'est la bonne. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis pragmatique. Ouais, mais moi aussi, mais on n'est pas d'accord. Mais du coup, comment tu décides, tu vois, quand tu fais un choix de nouvelles techno, s'il est pertinent et si tu as raison de le faire, tu vois, je me pose un peu cette question. C'est toujours des paris, hein, de toute façon. Il y a un moment, tu paries que ça va te servir et que ça va pas te servir. Parce que t'imagines ce que ça va faire après. T'essaies de voir comment ton produit pourrait évoluer, mais de toute façon, je pense que le plus important, c'est de laisser la porte ouverte au refactoring. Parce que ton business, il change. Ça, c'est la vie. Et quand il change, il faut que ton code, il change avec. Et si tu prends des décisions à 100% quoi que ce soit 100% micro-service ou monolithe, t'es fichu, quoi. Ouais. Tu rentres dans le mur. Ouais. Donc, il faut juste laisser te dire si j'ai besoin de changer ça, est-ce que je peux? Voilà. Ouais. Sans que ça me prenne from scratch, je recommence tout à zéro. Ouais, c'est ça. Et puis ce côté, tu sais que quand tu parlais de ton refactoring tout à l'heure, de gros microservices en vrai microservices, faut que tu aies une plus-value assez claire, tu vois, parce que des fois c'est ça aussi, c'est on se dit ça va être mieux, tu sais, et puis en fait on n'est pas très honnête avec nous-mêmes. On est là, ça va être mieux, mais parce qu'en fait on sent que tu vois ce côté, c'est du code crado, ça me pique, tu vois, oui. mais des fois faut essayer d'objectiver. Ouais, mais du code crado, il y a toujours raison de le modifier de toute façon, de le nettoyer. Oui. T'es pas obligé de couper ton service. Des fois, il faut juste réécrire ta fonction pour qu'elle soit un package, voilà. Parce que ta fonction, elle fait 250 lignes, ça va pas, elle est pas testée. Et du code crado, c'est toujours un truc où quand t'arrives dessus, t'es déprimé. Ils disent je vais pas toucher à ça va péter quelque part, je sais pas où. Donc, t'as pas envie d'être déprimé, donc il faut nettoyer, c'est tout. Enfin, c'est de l'hygiène presque. Non, mais ce que j'entends par là, c'est... Il faut voir le niveau auquel tu mets ton nettoyage. C'est ça. C'est comme le pragmatisme, en fait. Il y a différents niveaux de crado, et en fait, des fois, tu vois ce code crado, et tu te dis, je vais le refactorer, je vais le refactorer, sauf qu'en fait, personne le touche, ça fait 10 ans qu'on le touche pas, en fait, on s'en fout, tu vois, et il faut faire un peu gaffe à ça aussi, tu vois, cette espèce, moi, j'ai aussi cette tendance, j'aime bien, tu sais, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça hyper agréable de refactorer, tu vois, tu sens un petit peu le côté, c'est bien rangé. Non, c'est bien rangé. Oui, c'est bien rangé, mais après, t'as cet endroit du code qui est bien rangé de cette façon, puis après, tu refactores un autre truc d'une autre façon, ça va pas non plus. Mais, j'allais dire un autre truc. C'est plus. Coupe. Tant pis, ça reviendra. Ok. Non, mais ouais, j'aime bien ce sujet. Vas-y. Et aussi, on avait un système qui marche pas mal, c'est quand tu vois un truc qui est tu peux appeler de la dette technique, soit je sais pas comment ça marche, soit c'est dégueu, j'ai pas envie de toucher à ça. Tu te fais une liste
avec un petit point, et quand t'arrives à 3 petits points de la même chose qui va pas, tu refactores. Ça fait 3 fois que je passe dessus, 3 fois que je me dis ça va pas. Ok. Là, c'est le moment de refactorer. Si ça t'arrive une fois Même par de mois, prod bon ou- ben, c'est pas grave. Si tu le touches tous les 3 jours, faut le refaire, quoi. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, Tu de mesures le garder. nombre de fois où ça te saoule de tomber sur ce code-là. Mhm. Ouais. Oui, parce que dans ce que je disais, un truc qui était un peu faux, c'est que des fois, en fait, tu le touches pas. Mais en fait, si ça fait 3 fois, enfin, je crois qu'on passe 10 fois plus de temps à lire du code qu'à en écrire. Ouais. Et du coup, si tu dois le lire à chaque fois, et qu'à chaque fois, ça fait de la charge mentale, tu dois te reconnecter les neurones en mode, attends, je comprends rien, c'est quoi déjà ce que ça fait ce bout de Et code-là? à chaque fois, ça te C'est baise. un, ouais, c'est un bon Ouais, signe. ouais. Et d'ailleurs, on passe tant de temps à lire et si peu à écrire, et on apprend à écrire à l'école. Et on n'apprend pas à lire Ouais, du code. ouais, c'est vrai. C'est marrant comme sujet parce que j'ai jamais réfléchi à ça. Est-ce qu'il y a des façons d'être plus efficace dans ta lecture de code, en fait? Je pense que Je sais déjà, qu'il y a si tu l'écris en pensant aux gens qui vont le relire, que ce soit toi ou pas, déjà, ça change tout. Et ça, c'est clair. ça change la façon dont tu l'écris. Et après, enfin, c'est une autre façon de penser, du coup. Tu te dis pas, est-ce que la machine, elle va me comprendre? Tu te dis, est-ce que le dev suivant, dans 6 mois, va comprendre pourquoi j'ai écrit ça? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc aussi que j'avais vu faire, en fait, tu refactores, même si tu vas pas le mettre en prod, prendre du code que tu as pour le lire, en fait, tu le réécris. Tu essaies de le réécrire, de le modifier, de changer les noms des variables, etc., de le refactorer, en fait, même si à la fin, tu jettes tout ce que tu as fait. Ouais. Ça t'aide à comprendre et à t'approprier le code plutôt que juste le lire, en fait, mécaniquement. Tout à fait. Je sais pas si t'as déjà essayé ce truc-là, ouais. J'ai essayé sans le prévoir, parce que tu sais, tu te lances dans un refacto, tu te rends compte qu'il est trop gros, donc tu jettes ta branche, mais au moins t'as un peu avancé sur comment ça marche. Ouais, j'avais pas prévu, mais oui, ça m'arrivait. Ça marche pas mal, ça. Non, mais ça marche, c'est un truc. Mais tu vois, c'est un truc qu'on n'aime pas, en fait, écrire du code pour rien. Et on a ce côté aversion Ouais. au gâchis. Alors qu'en fait, là, faut se faire violence, en fait. Refactor, tant pis, jette-le à la fin. Le but, c'était de comprendre. Le but, c'était pas forcément de. Mais ça revient à la persévérance, hein, qu'on disait au début. Ouais, T'écris un truc, tu le jettes, tu le réécris, bon, c'est pas grave. voilà. C'est la vie du dev. Écoute, top. Est-ce que on a beaucoup parlé de microservices, on va passer sur un Ouais. autre sujet qui n'a rien à voir. Est-ce que tu as une autre passion, du coup, à part le code? Je fais encore un peu de musique, sinon je fais beaucoup de tricot. Ok. En particulier en réunion, ça me permet de me concentrer, parce que je fais un truc avec mes... Tu fais en réunion? Ouais. Oh non, mais en physique ou en télétravail? Ah bah les deux. Ok. Alors, en physique, pas avec des clients évidemment, mais mes collègues ils savent que quand je tricote, j'entends mieux. Parce que du coup, tu fais un truc avec tes mains qui est productif, et puis tes oreilles, faut qu'elles, tu vois, tu te concentres sur ce que les gens disent. Alors que si je fais rien, surtout en visio, t'as tout de suite, tu cliques sur un onglet, tu fais autre chose et t'écoutes plus. Tout de suite, quoi. Enfin, on fait tout ça, je crois. Ouais. Donc je fais pas mal de tricot. J'ai cousu, c'est aussi j'aime bien faire des jupes avec des poches. Là. Parce qu'il y a pas assez de poches dans le monde. C'est aussi pour ça qu'on a appelé comme ça notre livre. On voulait qu'il y ait le mot poche. Poche, Ouais, ok. Non, mais attends, juste, c'est marrant parce que moi, effectivement, j'ai toujours ce problème avec mes filles. Tu sais, quand t'as un pantalon, t'as toujours des poches dedans, tu mets tes mouchoirs, tu mets tes trucs. Et des fois, mes filles, effectivement, elles sont en jupe. Et c'est trop pénible parce Où est-ce que tu mets tes petits cailloux jolis? Mais oui, exact. Alors non, me lance pas sur les cailloux jolis parce que j'en peux plus des manteaux, des affaires lestées de cailloux là où j'ai dit mais pourquoi ils pèsent Oui, 10 ils sont kilos, ce jolis. manteau. Exactement, ouais. Je comprends pas cette passion là, mais okay. C'est un âge, il faut passer par là. Mais voilà, il faut des poches quoi pour mettre que ce soit tes petits cailloux jolis ou tes clés et ton téléphone. Et pourquoi il y a pas de poche? Voilà, bon, voilà, un truc. Et puis aussi, je fais de la contredanse écossaise. Ça, c'est un truc très de niche. C'est une danse, de la contredanse. Okay. C'est une danse où on est par couple, mais par 4 couples ensemble, et puis on évolue comme ça en sautant partout. C'est cool, avec de la musique qui ressemble un peu à l'irlandais. Alors pourquoi ça s'appelle de la contredanse? Ça s'appelle de la contredanse parce que ça vient d'Angleterre à la base, le principe de contredanse. Donc country dance par opposition à la danse de cour. Ok. Ça a été francisé en contredanse. Et après, c'est reparti, ça fait des allers-retours entre la France et l'Angleterre, machin. Et donc, à une époque, il y avait une contredanse anglaise, une contredanse française, une écossaise, et enfin, un petit peu différente. Et même en Irlande, il y a de la contredanse. Et c'est ce principe de, t'as un partenaire et t'as une ligne d'homme et une ligne de femme en face.
et tu descends tu descends, c'est-à-dire tu vas de plus en plus loin dans la pièce à chaque carrure de musique. Puis tu répètes plus Attends, loin la même chose. je te suis pas, c'est quoi des carrures En fait, ta danse, elle fait, admettons, 32 mesures, où t'as une chorégraphie donnée, avec 2 ou 3 couples, et tu finis un cran plus bas. T'as échangé de place avec les numéros 2. D'accord. Et tu recommences de là. D'accord. Okay. And so on and so forth. Et attends, je reviens sur contredanse. Du coup, dans le contredanse, il y avait une notion d'opposition avec des danses plus comment dire, prout, ouais, plus de cours. Ok. T'avais les danses de cours qui venaient de France, alors ça faisait bien, genre, à l'époque. Et puis la danse qui venait du pays, qui était inventée ici, donc country dance. Ok. Et puis c'est devenu un truc de cours à nouveau, qui ils ont intégré. Enfin, oui, il y a du mélange évidemment. Bah bien sûr. Après, le truc qui devient, oui, ça te redevient hype, bobo, machin. Voilà, etc. ça fait des tours. Et après, chacun rajoute ses pas et ses figures d'autres danses qu'il connaît et tout. Enfin, c'est comme tout. Okay. Et la contredanse écossaise, elle était un peu sacralisée, je dirais pas, mais théorisée dans les années 1920, après-guerre, parce qu'il y avait plus assez d'hommes pour danser, parce qu'ils étaient tous revenus de guerre, voilà. Et il y a des nanas qui se sont dit, on va faire en sorte que ça se perde pas. Et il y a une association qui a été créée, et puis ils ont commencé à publier des trucs pour conserver ça. Maintenant, ça se danse un peu dans le monde entier, parce qu'il y a de la diaspora écossaise partout. Et tu peux aller avec ta connaissance de danse un peu n'importe où, un peu, dans le monde occidental en gros, et danser la même chose avec des gens que tu connais pas. C'est trop bien. Excellent. Ok. Ouais, ça a l'air de te plaire. Ouais, c'est bien. Cool. Excellent. Écoute, je connaissais pas du tout. Non, personne connaît ça. Moi, c'est marrant, non, mais ouais, déjà le terme contredanse, tu vois, bah écoute, je me coucherai moins bête. J'ai appris un truc. J'ai appris un truc. Non, j'ai appris ce truc-là, j'ai appris plein de trucs. mais celui-là, je savais pas que je l'apprendrais un jour. Et ben voilà, on découvre des trucs en fait ça. Excellent. Bah ouais, trop bien. Est-ce qu'il y a, si je te dis la chose qui t'énerve le plus, à quoi tu penses? Peut-être le code dégueu, justement. Okay. Et l'attitude de c'est dégueu, j'y touche pas. Ben au contraire, tu nettoies. Tu vois. Ouais. Ça m'énerve, ce genre de la flemme intellectuelle de se dire ça c'est moche, j'y touche pas, ou je fais un truc encore pire, ou je mets un bout de patch par-dessus. Après des fois t'as pas le temps, hein, c'est sûr, mais des fois t'as le temps mais tu le fais pas quand même. Ça m'arrête. Mais des fois, est-ce que je me pose la question de pourquoi ce genre d'attitude, tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est humain. Il y a des études là-dessus, des gens qui ont mis une voiture un peu cassée dans un quartier chic et dans un quartier pas chic. Et dans l'endroit où tout est déjà un peu pété, la voiture un peu cassée est devenue très très cassée très très vite. Ouais. Et dans l'endroit où tout est propre, personne n'a touché. Parce que quand t'es dans un endroit crade, tu te dis je peux faire encore plus crade, ça changera rien. Ouais. Et quand t'es dans un endroit qui est propre, mais c'est pareil dans le code. Si t'es dans un code propre, tu te dis j'ai quand même pas nommé ma variable var, tu vois, ou string, faut pas faire ça. Ouais. Je vais la nommer correctement, et puis je vais mettre un petit commentaire, et puis ça lint, et puis c'est joli. Et on comprend tout. Et puis je vais mettre un mock, et puis je vais mettre un TU, parce que ça c'est pas couvert. Alors que si c'est dégueu, tu rajoutes un patch au début, personne n'y voit rien, et tu passes ton chemin. Ouais, parce que ça en dit vachement sur le niveau d'exigence un petit peu de la code base. Tu te dis voilà ce qui est normal ou pas normal. Ouais, oui. C'est un nom ce truc que tu décris là. Je sais pas si c'est pas Broken Windows. Ouais, peut-être. Enfin, c'est un biais cognitif connu. Enfin, un truc humain quoi. C'est complètement humain. Ouais. Dans tous les domaines. Et dans le code, faut faire gaffe parce que quand tu pars, il soit un tout petit peu mieux. Sans tout refactorer évidemment. Le fameux moment où je tire un fil et puis j'en tire un autre et puis à la fin j'ai une pull request qui fait 3000 lignes. Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai renommé tes trucs. Non mais au début c'était tout petit. Voilà, pas plus de 600 lignes les PR. Ouais, c'est clair. Et puis si on peut faire moi j'essaie de militer pour ça aussi, si on peut faire une démarche logique qu'on peut revoir commit par commit, tu sais, où on voit le raisonnement. Oui, alors ça c'est plus dur parce que t'as aussi beaucoup de commits qui sont fixes du précédent. Donc, faut squasher un peu. Ouais, faut squasher. Mais peut-être que je peux retourner ta question. Qu'est-ce que j'apprécie chez d'autres devs, c'est cette capacité à rendre un code qui est au moins un tout petit peu mieux que celui que t'as récupéré. Ouais.
Ouais, parce que c'est agréable quand t'es derrière et que tu le reprends, ou Oui. que tu le relis, ou n'importe. Comme les panneaux dans les toilettes, tu sais, laissez cet endroit comme vous voulez le trouver. Ben, c'est pareil. Exactement. Ouais, c'est pareil. Non, mais c'est vraiment ça. C'est une très bonne métaphore. Ouais. Désolée. Non, mais tu sais, on devrait peut-être faire ça, tu vois, mettre dans le, je sais pas, dans le code des endroits où t'as cette photo des toilettes, tu sais, avec laissez votre code. Bah, t'as peut-être pas besoin d'une photo de toilette, il y a déjà le code. Mais tu peux juste mettre le panneau. Ça Dans ton marche. contribution.md, tu mets, veuillez laisser cet endroit comme vous voudriez le trouver. On va faire des, non, mais des stickers que tu peux. Bref. On s'égare. Oui. On arrive un petit peu au bout de mes questions, Aliénor. C'était très riche. J'aime bien parler de microservices toujours. Est-ce que tu peux me parler d'une chose que tu aurais bien aimé faire et que t'as jamais fait dans ta vie? Je pense que dans les, je sais pas, un voyage, un truc que je peux encore faire, c'est pas trop tard. Ouais. C'est aller dans le Grand Nord voir le soleil de minuit. Parce que ça fait. Ouais. Dans un endroit où tu vois aussi les étoiles, mais du coup pas au même moment, donc ça marche pas ce que je dis, mais voilà. Bah après, en fonction de la saison, ces endroits-là, souvent, c'est là où il y a les aurores boréales aussi. Oui, mais pas du coup, j'imagine, pas en été. Enfin, voilà. Bah ouais, Des choses comme ça, un peu extrêmes. Après, j'aimerais bien faire une grande rando à travers la France. Ok. Juste à pied, traverser la France à pied. Toute seule? Alors, je sais pas. Ouais, peut-être bien, ouais. Ok. Je pense que si t'es plusieurs, ça a pas du tout le même impact. Non, ça a pas le même impact. Donc voilà, ce genre de truc. Ok. Et tu vas le faire ou? Ben là, on a prévu de faire une rando de 4 jours. Faut commencer quelque part. Partir de chez nous et aller au bout du GR. Ok. Voilà. Bah ça va être chouette. Ouais. Mais bon, ça t'amènera pas au soleil de minuit. Non, ça m'amènera en Bourgogne, ça c'est cool. C'est cool la Bourgogne. Je sais pas si tu bois du vin, il y a des très bons vins. Non, mais j'habite en Bourgogne, alors du coup, enfin, si je bois du vin, oui, mais Okay. Mais il y a pas que du vin en Bourgogne, c'est ça qui est bon. Non, c'est sûr. Il y a quoi d'autre? Plein de trucs. Il y a du bon chèvre, il y a des escargots. Il y a. Oh là là, mais moi je suis pas. Ah si, c'est trop bon. Faut qu'ils soient bien cuisinés, c'est pour ça. Non, il y a plein de trucs chouettes en Bourgogne. Et puis il y a le Morvan. Et là, il y a plein de forêts, et plein de GR, et plein de balades. On mange bien en Bourgogne. Hein. On boit bien, mais aussi on mange bien. Ouais, il faut que les deux vont ensemble. Ouais. Ok, ben cool, bah, magnifique. On finit sur cette pub pour la Bourgogne. Ouais. Écoute, si on ramène des touristes, ça va être génial. Ok, écoute, trop bien. Merci pour cet échange, Aliénor. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Tu peux dire ce que t'as envie aux gens qui t'écoutent. Je pense que de quoi j'ai parlé. Conclusion. Renseignez-vous sur ce que c'est que le sexisme ou le racisme au bureau, parce que ça me paraît indispensable de savoir quels sont les mécanismes, comment ça marche et comment on se place soi-même. Alors si on est victime de ce genre de truc, on sait, et si on est privilégié, on sait pas ce que ça veut dire en général. En tant que femme blanche valide et tout, j'ai un point où je suis victime de ça et tous les autres où je suis plutôt privilégiée. Donc je vois ce que ça fait d'être privilégiée. Et c'est pas grave, c'est pas votre faute, mais c'est bien de le savoir. Et puis les microservices, c'est cool, mais voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Les poches sur les jupes. Les poches sur les jupes. Pensez-y, achetez des poches, cousez-les. Ok. Écoute, merci pour tout ça. C'était très chouette. Ouais, c'est passé un bon moment. Ouais, bon cool. Écoute, Aliénor, je te dis à bientôt. Ouais. Merci encore. Ciao. Salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.